Salut tout le monde, on est parti pour l'analyse de la ronde 6 de mon tournoi de Reykjavik. J'ai joué un très fort grand maître indien, Gupta Abhijit, qui est 2616. Il a eu un pic à 2180 il me semble, et il a été membre du top 80 mondial, donc une partie vraiment pas facile, hein. Je commence avec D4. Mon coup habituel, il fait cavalier F6 hein, pour empêcher E4. Je fais donc C4 pour prendre un peu plus le centre. Il fait G6 et là, cavalier C3. Je développe une pièce, hein, je menace E4 au prochain coup pour mettre un pion de plus au centre. Et là, il a le choix entre fou G7 et on se dirige vers l'Est indienne, ou bien D5 et c'est là Grunfeld. Il a choisi la Grunfeld, en fait, c'est un spécialiste mondial de la Grunfeld. Ce après quoi, j'ai échangé mon pion de l'aile contre le pion du centre, cavalier prend E4, je mets le second pion dans le carré magique, il fait K, il prend C3, B prend C3, et ici on a la structure de base de la défense Grunfeld. Alors ça peut surprendre parce qu'on se dit que les blancs ils ont tout le centre, et effectivement ils ont tout le centre, mais effectivement on a l'impression que les noirs enfreignent un peu les grands principes à cause de cela. Mais bon, ok, j'ai tout le centre, mais bon, du coup j'ai l'avantage d'espace, on appelle ça comme ça, mais le truc c'est que les noirs ils ont déjà échangé un cavalier G8 contre un de mes cavaliers B1, donc les noirs vont pas tellement souffrir du manque d'espace, et puis limite ils sont contents que le cavalier en F6 ait disparu, parce que très souvent, dans la Grunfeld, hein, comme a continué Gupta, le fou, vous le mettez en fianchetto sur la grande diagonale, où il est magnifique, et après, je fais cavalier F3, et il fait C5, le coup thématique de la Grunfeld, très important. Voilà, on veut attaquer ce pion D4, et dès qu'il bouge, vous avez des problèmes de fou prend C3, et s'il ne bouge pas, et les noirs commencent à le mitrailler avec toutes leurs pièces, et le cavalier qui va venir en C6. C'est l'idée principale de la Grunfeld. Ok, du coup j'ai renforcé ici la défense du pion D4 avec fou E3. Il opte pour dame A5. Alors c'est souvent aussi un très bon coup, très thématique dans la Grunfeld, parce que mine de rien ça tape sur C3, et en plus en combinaison avec le fou en G7, ce pion C3 est souvent très très faible dans la Grunfeld pour les blancs. Donc je défends avec dame D2 le pion C3, et il fait petit roc. Bon. Ici, il y a un signal faible tactique, hein. Vous avez le fou qui tape indirectement sur la tour en A1. C'est pour ça que c'est très important dans la Grunfeld. En général, dès que vous pouvez, avec les blancs, hein, de sortir cette tour du viseur de ce fou G7. Donc je joue tour C1. Ce sur quoi il continue avec fou G4. Très logique, hein, il termine son développement, et souvent il y a l'idée de faire fou prend F3 qui va permettre d'éliminer un défenseur du pion D4 et donc fragiliser davantage ce pion D4, et on le sait, ce pion D4 est déjà très faible chez les blancs dans la Grunfeld. Donc je continue avec D5 parce que finalement ça me permet mine de rien de sécuriser mon pion D4 puisque je le déplace en D5. Et maintenant, je peux le faire parce que grâce à la dame en D2 et la tour en C1, je défends solidement le pion C3, et donc il n'y a plus de fou prend C3. Gupta qui continue avec B5, c'est aussi un coup très thématique dans la Grunfeld, hein. Souvent, l'idée des noirs, ça va être de continuer avec C4 pour fixer la faiblesse du pion C3 en C3, et ensuite, ça va isoler davantage le pion D5 qui vont commencer à mitrailler avec des tours D8, E6. Si les noirs n'avaient pas joué C4, j'aurais pu éventuellement renforcer la défense du pion D5 moi-même avec la poussée C4. Donc B5 dissuade aussi les blancs de faire eux-mêmes la poussée C4, qui leur aurait permis de consolider leur centre. Ok, et ici je fais fou prend C5. Bon, il y a un pion qui est en l'air, mais bon, bien sûr, hein, c'était une préparation maison de la part de Gupta, mais j'ai pris ce pion. Alors, le pion, il n'est pas gratuit, hein, parce que ici, les noirs vont chercher des compensations en échange de ce pion qu'ils offrent avec tour C8. Bon, certes, j'ai mangé ce pion en C5, mais du coup, pendant ce temps, j'ai pas développé mes pièces. Et Gupta, il en a profité pour mettre la tour colonne C. Et mine de rien, maintenant la colonne C est une colonne semi-ouverte parce que justement j'ai été gourmand en mangeant le pion C5, et du coup la tour C8 est très active, elle tape sur C3, et en combinaison avec la dame A5 et le fou G7, ça peut commencer à faire mal sur le pion C3. Donc du coup mon fou est attaqué, je dois le reculer, mais il ne faut pas que je le recule n'importe comment, hein. Si je le mets en E3 par exemple, hop, je me prends fou prend C3 et je perds ici la qualité. Donc je le mets en B4, ça me permet de me retirer de l'attaque de la tour C8, et en même temps je défends solidement
le pion en C3. Donc sa dame est attaquée, il la recule en C7. Et ici, il faut que je fasse attention parce que ici, Gupta a une menace. Vous voyez, hein, le pion C3 est attaqué 3 fois. Et moi, avec les blancs, je ne le défends que 2 fois. Et donc, au prochain coup, enfin, je le défends 3 fois. Sauf qu'au prochain coup, Gupta menace de jouer A5, ce qui va forcer mon fou à devoir reculer en A3. Et du coup, j'aurai le pion C3 qui ne sera pas suffisamment défendu. Donc comment faire pour défendre ce pion C3? Eh ben, j'ai joué cavalier D4. Ça me permet d'intercaler une pièce de telle sorte que le fou G7 n'attaque plus le pion C3. Alors pourquoi c'est utile? Parce que maintenant, quand Gupta joue A5, je joue fou A3 et vous voyez, le pion C3 n'est toujours attaqué que 2 fois par la dame C7 et la tour C8. Et grâce au cavalier que j'ai intercalé en D4, le fou G7 n'attaque plus le pion C3. Ok, il continue avec B4. Et là, j'ai mis du coup mon fou en B2. Bon, je voulais éviter ces prends B4 parce que bon, ça ouvre quand même les lignes pour les tours noirs. Et ça donne pas mal de jeu à l'adversaire. Donc j'ai joué solidement fou B2 pour défendre le pion C3 et Gupta qui continue avec le coup dame B6. Bon, c'est vrai que ma tour était quand même dans le viseur de sa dame. Et donc il préfère s'enlever avec dame B6. Ok. Et là, je continue mon développement, je joue fou B5. Un joli coup, à noter hein, qu'on pourrait penser ici que je perds une pièce, parce que vous avez la dame B6 qui attaque le fou B5, qui est défendu par le cavalier D4. Donc on pourrait se dire qu'on pourrait éliminer le défenseur du fou B5, mais attention, il y a dame prend D4. Et si en fait les noirs pensent gagner une pièce avec dame prend B5, ouh, C4, très dangereux. J'ai une double attaque, je menace la dame B5 et en même temps je menace dame G7 mat. Ici les noirs qui perdent leur dame s'ils veulent parer la menace de mat. Donc en fait il n'y avait pas de pièce hein, qui pouvait remporter et Gupta qui a continué avec E5. Un coup assez thématique hein, pour mettre un pion dans le carré magique et commencer à prendre un peu plus d'espace. Bon, bien sûr, je ne peux pas bouger mon cavalier parce que mon cavalier doit rester là pour défendre le fou B5 qui est attaqué par la dame B6. Donc je fais D prend E6, qui est un moyen d'empêcher que mon cavalier D4 soit attaqué. Il fait fou prend E6 et je continue avec cavalier prend E6 hein, pour lui enlever cette fameuse paire de fous. Et comme ça, c'est moi désormais qui ai les deux fous, hein, plutôt en avantage dans une position qui est assez ouverte ici. Donc il fait F prend E6 et là je joue C4 pour défendre mon fou en B5. Ici Gupta continue avec le coup tour D8 pour attaquer ma dame. Et là, bon, le truc c'est quoi? C'est que ici, il attaque ma dame. Si je la déplace par exemple en E2, parce que bon, il faut quand même que je la déplace tout en restant en contact du fou B2, parce que le fou B2 est attaqué par le fou G7. Le problème de dame E2, c'est que Gupta il aurait pu faire fou prend B2, dame prend B2, et après un coup comme par exemple cavalier C6, bon, position qui est quand même assez égale, ou un coup comme cavalier D7 par exemple, le cavalier qui peut venir sur la case C5 qui est vraiment pas mal. Position qui est pas claire mais quand même assez proche de l'égalité, j'ai une mauvaise structure de pion, j'ai mon fou B5 qui est un peu bizarre, le cavalier noir qui potentiellement arrive sur cette case indélogeable C5 qui est magnifique, et j'ai encore un retard de développement quand même, mon roi est toujours au centre. Position assez dangereuse, voire meilleure pour les noirs. Donc ici, c'était un moment assez critique et du coup très important. Quand vous êtes dos au mur, c'est dans ce genre de situation qu'il faut trouver un petit peu des ressources inédites. Et ici, j'ai eu l'idée de C5 qui est pas mal. L'idée de C5, c'est quoi? Bon, c'est un sacrifice qui est très dangereux. En fait, C5, l'idée, c'est que si Gupta déplace sa dame en C7 par exemple, cette fois-ci je mets ma dame en E2. Et là, la différence c'est quoi? C'est que si maintenant Gupta fait fou prend B2, dame prend B2 et quelque chose comme cavalier D7, et bah c'est plus du tout la même parce que je fais C6 et là j'ai un pion passé qui est magnifique en C6 et qui est ultra dangereux. Donc c'est ça l'idée derrière l'insertion de ce coup C5. Sauf que C5, ça autorise quand même tour prend B2, tour prend D2, et ça il faut calculer. Parce que ça gagne la dame. Et c'est ce qu'il a joué. Tour prend D2, C prend B6, donc là j'attaque la tour, donc la tour doit bien se déplacer,
Et il s'avère qu'il y a le fou B2 qui est en l'air. Donc tour prend B2. Et là, position compliquée. Parce que j'ai une pièce de moins. J'ai quand même juste un fou B5, tandis que Gupta a un cavalier en B8 et un fou en G7. Mais j'ai quand même peut-être des compensations. Regardez ce qui se passe. J'ai quand même un pion en B6 qui est au bord de faire promotion. J'ai une tour qui peut débarquer en C8 à tout moment et avoir pas mal de jeux. Et puis les pièces noires, elles sont quand même pas très développées. Le cavalier B8 et la tour A8 sont encore à la maison. Mais la position est très risquée parce que si j'arrive pas à trouver des compensations tout de suite, à la fin, j'aurai juste une pièce de moins. Donc ici, j'ai réfléchi pas mal et j'ai joué tour C8, un coup assez important. J'ai vu pas mal de petites choses ici qui sont intéressantes. On pourrait se dire que les blancs peuvent jouer B7. C'est un truc que j'ai regardé parce que j'attaque la tour tout simplement. Sauf qu'il fait tour A7. Et là, avec les blancs, on a grave envie de faire tour C8 en se disant qu'on fait échec et qu'après on gagne le cavalier en B8. Sauf qu'il y a roi F7 et en fait sur tour prend B8, il y a le super coup. Il y a le super coup fou E5. Fou E5 qui n'est pas forcément le plus naturel, parce qu'on pourrait se dire avec les noirs, bah attends, il y a le roi et la tour qui sont alignés, allons gagner une tour. Tour B1 échec. Et sauf qu'après roi E2, tour prend H1, bah en fait c'est pas si clair, parce qu'il y a un super coup ici, tour F8 échec. On fait échec. Pourquoi on fait échec? Parce que si en fait, on déplace la tour parce qu'on veut faire promotion d'âme, mais le problème, si on la déplace par exemple en C8, c'est que on perd le pion en B7. Donc il faut déplacer la tour sans permettre au noir d'avoir le temps de jouer tour prend B7. D'où le coup tour F8. Échec. Il est obligé de parer l'échec, et après je fais promotion d'âme. Ça, c'est une position qui est très dangereuse pour Gupta. Donc ça peut justifier pourquoi B7 pourrait être un bon coup, sauf que sur tour A7, et bah tour C8, roi F7, tour prend B8, le problème c'est qu'il y a fou E5. Fou E5, un excellent coup qui vient défendre la case B8, et là bah, la tour doit bouger, tour F8 ne fonctionne plus bien sûr, hein, parce qu'il y a roi prend F8, et le fou contrôle la case de promotion. Donc la tour va bouger, et après au prochain coup, il vient tranquillement manger le pion B7. J'ai juste une très 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 mauvaise position ici. Et donc malheureusement B7 qui ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que je viens d'abord intercaler un tour C8. Ce sur quoi Gupta a monté son roi en F7. Et ici, j'ai quand même cette tour C8 qui est utile, hein, parce que ça force, ça cloue le cavalier B8. Et donc les noirs ont du mal à sortir leurs pièces. Sauf que le problème là, c'est que j'ai quand même la menace de tour B1 qui est dangereuse, hein, parce que je risque après de perdre ma tour en H1. Donc je me suis dit que peut-être que je pouvais faire petit roc. L'idée était de mettre mon roi en sécurité, éviter la tactique avec tour B1, et ensuite peut-être activer ma tour comme ça, via C1, pour ensuite rentrer en 7ème rangée. Sauf que là, le coup qui m'embêtait, c'était fou E5. Et encore une fois, on a l'impression que le fou a rempli les bonnes fonctions comme tout à l'heure, c'est-à-dire de défendre le cavalier en B8. Et on a du mal à voir comment je continue, parce qu'à chaque fois que je joue B7, il y a tour A7. Et maintenant, le fou défend le cavalier B8. Et on a du mal à voir comment je peux ramener une nouvelle pièce en attaque. Parce que si par exemple je fais tour D1, pour essayer de ramener ma tour, bah... Le problème, c'est par exemple B3. Et finalement, je dois échanger le pion. Et après, tour prend B3. Bah, finalement, hop, ça attaque le fou en B5. Ça attaque en rayon X le pion en B6. En même temps, le pion A5 devient un pion passé qui va filer à dame. Ça va pas trop. Donc je me suis dit, ok, c'est très important, avant de faire petit roc, d'empêcher qu'il ait ce fou E5. Donc je me suis dit, je vais intercaler tour C7 échec. Comme ça, il a fait, bah là il y a échec, donc Gupta est allé en F8. Et là j'ai fait petit roc. Bon, petit roc, et vous voyez maintenant c'est quoi la différence? Si désormais Gupta joue fou E5, le problème c'est que désormais, avec la tour en C7, il y a tour A7. Coucou. La tour A8 qui est enfermée. Et du coup, bah, s'il veut pas la perdre, il doit manger ma tour, sauf qu'il y a B prend A7 et au prochain coup A8 dame imparable. Donc c'était ça, la justification précise derrière tour C7. Ok, donc il joue roi F8 et j'ai fait petit roc.
Et là, c'est pas mal, parce que du coup, en plus, avec la tour en C7, je fixe le roi en huitième rangée, et j'ai désormais des menaces de tour D1, tour D8, échec et mat. Bref, on a vraiment l'impression que je justifie le fait que j'ai beaucoup de jeux, alors même que j'ai une pièce de moins. Ok, il joue cavalier à 6, il essaye de se libérer. Alors, j'avais pas forcément vu la puissance de ce coup, j'ai eu un peu de chance. Parce que moi, je m'étais dit au tout début, cavalier à 6, trop bizarre. Je me suis dit, il y a juste fou prend A6, tour prend A6, et après je joue B7. Prochain coup, je menace B8, dame, donc il doit jouer tour B6. Bon, d'ailleurs, c'est la partie. Et là, je me suis dit, je comprends pas, je peux juste faire dame, dame, quelque chose comme ça, dame. Et sauf qu'en fait, bah, moi je me suis dit dame, super, bah, je gagne une tour. Sauf que de base, j'avais une pièce de moins, donc il peut quand même donner une tour. Et là, quand il mange, je mange. En fait, cette finale, elle est dure à jouer pour les blancs, parce qu'il vient jouer fou D4, super coup. Après, il va consolider le fou D4 avec E5, et le fou D4 en combinaison avec la tour B2, ça attaque énormément le pion F2, ce qui force ma tour F1 à avoir un rôle extrêmement passif. Et il y a probablement le pion A2 qui va tomber, et les pions noirs qui vont filer à dame. Ça, j'avais un peu sous-évalué hein, cette finale. Et donc là, tout d'un coup, je me retrouve et je me dis, oulala, c'est chaud. C'est chaud parce que au prochain coup, Gupta il risque de faire fou B4, E5 et j'aurai juste une pièce de moins. Finalement, j'arrive jamais à faire promotion dame. Même quand je fais promotion dame, il sacrifie la tour pour la dame et quand même, il a une finale avec une qualité de moins mais énormément de jeu. Donc là, je me suis dit, oulala, peut-être je vais perdre. Sauf que là, on a trouvé la ressource. La ressource qui est tour D1, super coup. Je menace tour D8 mat. C'est super dangereux. Donc ici, très difficile à parer la menace de tour D8 mat du couloir, mat de l'escalier même. Et il peut pas jouer roi E8 pour empêcher tour D8, parce que juste je mange le fou en G7. Donc finalement, comment Gupta part la menace de mat? Pas facile. Il trouve un super coup ici. Fou D4, magnifique. On dirait que le fou il est en l'air attaqué, sauf que si je le mange, il y a tour C1, mat du couloir. Finalement, c'est lui qui me place le mat. Et donc, je peux pas jouer tour prend D4. Et donc là, je me suis dit, ok, bon, jouons H4. C'est quoi l'idée de H4? C'est que désormais, je menace tour prend D4. Parce que s'il fait tour B1, j'aurai la case de fuite en H2. Donc finalement, H4, l'idée, c'est de menacer tour prend D4. Ce sur quoi Gupta doit donc défendre le fou D4. Et il a joué E5. Compréhensible, parce que s'il bouge le fou, comme je vous l'avais dit, il y a tour D8 échec et mat. Donc il joue E5. Sauf que le coup que Gupta avait manqué, et que moi j'ai eu un peu par chance, parce qu'en fait il a vu cette position et il s'est dit, bon c'est bon, pièce de plus, le fou en D4 est consolidé, la tour en B2 est magnifique, la tour en B6 empêche la promotion, même s'il fait promotion, je sacrifie la tour et j'ai une finale gagnante, avec mes pièces qui sont tellement fortes. Et moi aussi, au début, je me suis dit, oui, effectivement, là, je suis en train de perdre. Sauf que là, superbe ressource que j'ai trouvée au dernier moment. Tour D3, magnifique. L'idée, c'est quoi? Bah, c'est de faire tour F3, puis tour F7. Et limite, il est au bord de l'échec et mat, avec les noirs, Gupta. Ça lui a fait très très mal au moral à l'ami Gupta. Imaginez que vous faites un coup un peu neutre avec les noirs, comme tour B5 par exemple. Juste pour vous montrer la puissance de tour D3, et bah, l'idée c'est tour F3. Et après, quand on bouge par exemple en G8, on a des idées de tour FF7. Et tout d'un coup, je menace des perpétuels déjà, des échecs à l'infini sur le roi noir. Et puis je menace aussi des mates du couloir comme ça, hop, hop, mat de l'escalier. Et je menace aussi des promotions qui sont beaucoup plus dangereuses maintenant que j'ai la deuxième tour qui est en 7ème rangée. Donc ça c'est le coup qu'il a totalement raté, tour D3. Et finalement Gupta qui a joué ici, en prévision de tour F3 qui arrive, il a joué roi G8. Donc je fais tour F3 pour rentrer en 7ème rangée. Et là, Gupta qui sent que la partie se renverse totalement en fait. C'est les blancs qui jouent pour le gain désormais. Si par exemple vous allez juste manger un pion un peu par gourmandise en A2, le problème c'est par exemple maintenant ça devient intéressant de faire la fameuse promotion. Parce que si roi G7, dame,
tour prend. Et on peut se dire que par exemple on va pousser nos pions jusqu'à la promotion avec, avec les noirs. Sauf que, hop, tour B7 échec. Si roi H6, peut-être G4. Prochain coup, peut-être G5, suivi de tour prend H7. Bref, le roi noir qui est dans les réseaux de maths, grâce à ma tour qui est venue en F3. Et donc finalement, ces pions ici à l'aile dame qui ne sont pas assez rapides. Et donc finalement ici, un peu abattu Gupta, parce qu'il est passé psychologiquement de gagnant à ok maintenant je joue pour faire nul, il a donné sa tour. Il a donné sa tour gratuitement. Tour C2. Donc je fais tour prend C2 et il fait tour prend B7. Il accepte de jouer cette position qui est perdante. Ok, mais bon là il faut convertir et je me suis dit, là c'était chaud parce que je me suis dit ok, bon il est grand maître 2600 et quelques et je suis gagnant. C'est pas normal. Et du coup bon, il fallait assumer et ramener le point à la maison. Pas facile parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on est gagnant contre un grand maître 2600. Mais bon, allez, on y va. J'ai fait tour C8. C'est quoi l'idée de tour C8? Bon, bien sûr, j'active la tour pour ensuite la faire passer derrière et pouvoir attaquer les pions noirs, comme ça. Il fait roi G7 et je fais tour A8. J'attaque le pion A5 qui est particulièrement faible. Les noirs ont du mal à le défendre. Et du coup, il ne peut pas jouer A4, hein, parce qu'il y a tour prend A4. S'il joue tour B5, le problème c'est que peut-être qu'il y a 7ème rangée qui devient faible. Et donc, il joue fou A7, hein, un moyen de empêcher ma tour d'attaquer le pion A5. Ce sur quoi je fais G4. L'idée, c'est G5. Et commencez, vous voyez, à contrôler toutes les cases autour de ce roi noir pour le mettre dans un réseau de maths. Il continue avec A4 pour essayer de pousser sa majorité de pions et créer un pion passé pour faire dame. Et je joue G5. Voilà, je ferme la boîte sur le roi noir. Là, il fait A3. Et là, la position est quand même assez dangereuse, hein, parce que si je continue à vouloir le mater avec par exemple tour F, F8, attention, ça ne fonctionne plus très bien, parce qu'il y a B3. Et si je mange par exemple le pion en B3, il y a A2. Et au prochain coup, j'ai du mal à empêcher la promotion A1. Dame. Et du coup, il faut vraiment que je m'occupe ici de ces deux pions qui menacent de faire dame. Donc je joue tour B3. Tour B3, l'idée étant déjà de stopper la poussée B3, et au prochain coup, je menace éventuellement tour prend A7, tour prend A7 et tour prend B4. Et comme ça, après, j'ai une finale de tour avec un pion de plus sans aucun risque. Donc Gupta qui joue fou D4, mais le problème, c'est là, il y a une petite tactique, je ne sais pas si vous l'avez repéré, peut-être mettez sur pause, hein, si vous voulez la voir, il y a une tactique ici, vous voyez, il y a un vis-à-vis entre ces deux tours, et en fait, le pion B4 est donc cloué, et donc en fait, il y a tour A prend A3, les noirs ne peuvent pas faire B prend A3 parce que la tour ensuite est en l'air. Donc après tour A prend A3, il a joué tour F7, comme ça il attaque en même temps le pion en F2 et il y a toujours la tour blanche qui est en l'air. Et du coup, bon, je joue tour prend B4 pour manger le pion, et il mange F2, puis fou C5. Donc bon, j'ai décidé de rendre la qualité pour rentrer dans cette finale de tour qui est relativement agréable à jouer pour moi. Aucune chance de perdre et beaucoup de chances de gagner. Donc bon, décision plutôt pratique ici. Ok, ici Gupta, hein, qui fait tour A7 et qui menace du coup le pion en A2, et je continue du coup avec A4, hein. Bien sûr A4 important pour avoir la tour en 4ème rangée où elle est beaucoup plus active, et surtout pas un coup comme tour B3 où après quoi j'ai la tour qui est très passive en seconde rangée. Il peut enchaîner avec tour A4, la tour qui est très forte et qui attaque beaucoup de faiblesses chez moi. Très important, hein, ce thème ici de l'activité de la tour. Dans les finales de tour, c'est un thème majeur. Une finale de tour avec une tour active ou une tour passive, très souvent ça va changer le résultat en une victoire ou une défaite. Ok, donc je joue A4. Ici Gupta, il a un plan qui consiste à transférer le roi vers l'aile dame pour s'occuper du pion A qui est passé. Comme ça il pourra libérer la tour et sa tour pourra chercher du contre-jeu sur mes pions qui sont faibles. Donc il enclenche ce plan avec roi F7. Du coup, bon, voyant que lui il veut venir à l'aile dame, moi aussi je vais à l'aile dame. Je fais roi F3, roi E6, roi E3,
Roi D6, roi D3. Bon, on pourrait se demander pourquoi les deux joueurs s'occupent de leur roi et pourquoi Gupta n'est pas allé chercher du contre-jeu tout de suite avec sa tour et essayer de l'activer par exemple via tour F7 pour ensuite tour F4 attaquer les pions ici. Bon, l'idée c'est quoi? Enfin, pourquoi il ne l'a pas fait? C'est parce qu'il y a le coup A5. A5, et si vous voulez, si vous faites tour F4 pour chercher du contre-jeu, le problème c'est que je vais faire dame A7 puis A8. Et donc, si après A5, Gupta décide de revenir avec la tour en A7, j'ai désormais tour A4, qui est un coup très embêtant parce que désormais, j'ai ma tour qui est derrière le pion passé. Ce qui est une amélioration comparé au fait d'avoir la tour à côté du pion passé. Dans les finales de tour, quand vous avez un pion passé et que votre tour est derrière le pion passé, c'est en général une amélioration comparé à une situation où vous avez la tour à côté du pion passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai la tour qui est à côté du pion passé, la tour noire est quand même assez libre de se déplacer à tout moment. Alors que, imaginez que j'ai la tour derrière le pion passé, voilà ce qui se passerait maintenant. Imaginez j'ai A6, si maintenant à tout moment Gupta décide de bouger sa tour, bim, direct le pion avance et je menace A8 dame. Si la tour recule en A8, j'avance encore à 7. Et finalement, la tour défensive est constamment obligée, elle est prisonnière, elle ne peut plus bouger parce que dès qu'elle avance, le pion passé continue à avancer parce qu'il est soutenu par la tour qui est derrière le pion passé. Donc c'est pour cela que Gupta n'est pas allé chercher du contre-jeu en déplaçant sa tour tout de suite. Il a d'abord voulu transférer son roi à l'aile dame. Ce que je fais moi aussi du coup. Donc on arrive comme ça dans une situation où tous les deux on cherche à venir transférer notre roi. Il fait ici un petit coup d'attente, tour A8, et je fais roi B3. Bon, roi B3, l'idée étant moi aussi de venir défendre mon pion, comme ça peut-être que ma tour va pouvoir commencer à s'activer et trouver du jeu sur les pions noirs qui sont relativement faibles. J'ai aussi l'idée ici de faire tour C4 et au prochain coup roi quelque chose. Par exemple, s'il fait tour A7, je pourrais faire tour C4. Il ferait par exemple roi B6 et je fais roi B4. Et du coup, ce qui est bien, c'est que désormais, ce n'est plus ma tour qui défend le pion, mais c'est mon roi qui défend le pion, ce qui du coup va libérer ma tour et lui permettre d'avoir un rôle plus offensif que défensif. Et je vais préparer la poussée A5 grâce à mon roi qui soutient aussi la case A5. Ok, donc voyant cela, c'est pour ça que Gupta a cherché à défendre activement plutôt que passivement, et il opte pour tour F8. L'idée étant d'aller commencer à harceler les pions blancs, étant donné que le roi blanc est parti à l'aile dame, et l'idée étant voilà, d'aller manger un petit peu ces pions, non seulement pour échanger des pions, plus on échange de pions dans une finale de tour, plus on se rapproche du match nul, et aussi éventuellement se créer un pion passé qui pourrait lui-même amener à dame. Ce sur quoi j'ai continué avec tour B5 pour essayer de manger ce pion en E5, qui du coup est aussi affaibli de par la présence du roi noir à l'aile dame. Il fait tour F4 pour manger H4, je fais tour prend E5, il fait tour prend H4, et du coup je fais roi C4. Bon, ici, je pense que tous les deux on est assez contents de ce qui s'est passé. Gupta qui allait manger le pion H, donc bon, il a échangé des pions, et moi je suis quand même assez content parce que mine de rien j'ai amélioré mon roi, et maintenant j'ai deux pions passés, alors qu'auparavant j'en avais que un. Bon, en même temps je suis pas forcément très content d'avoir échangé des pions supplémentaires. Ici il joue roi D6, et je joue un petit coup d'échec tour D5. L'idée c'est quoi? C'est que si l'idée en fait c'est de couper le roi, c'est-à-dire que si le roi va à gauche, désormais ma tour le coupe et le roi est condamné à rester à gauche, et peut-être que je peux me faufiler du coup à droite. Et si le roi va à droite, du coup le roi est coupé sur la partie droite de l'échiquier, et du coup ça pourrait me permettre de me concentrer sur la promotion du pion A passé. Bref, s'il va à droite, je joue à gauche. S'il va à gauche, je joue à droite. Donc il joue roi E6. Ici, concrètement, j'ai quand même un pion qui est en l'air, donc je le défends avec roi D4. Et ici, il joue H5, très joli coup. L'idée étant de se créer un pion passé. Et du coup, il y a quand même un pion passé qui est assez dangereux, donc je dois le manger. Mais ça arrange quand même ses affaires parce que
Ici, il a du coup échangé des pions, ce qui le rapproche du match nul. Bon, là, ça devient chaud quand même, parce que j'ai quand même échangé beaucoup de pions. Donc je me rapproche d'un match nul, mais en même temps, euh, pour faire tout cela, Gupta a dû éloigner sa tour quand même de ce pion A. Et donc finalement, ce pion a désormais la voie libre pour aller jusqu'à la promotion. Donc je joue A5. Il joue tour H1, et ici, je joue roi C5. Pour venir accompagner mon pion jusqu'à la promotion, bien sûr, je ne joue pas A6, parce que si je joue A6, le problème c'est tour A1. Et vous voyez, le pion passé, je n'arrive plus à le défendre. Donc ça, c'est très important. Le pion passé, c'est pas forcément qu'une force, parce que le pion passé, plus vous l'avancez, plus il se rapproche du camp ennemi. Et donc très souvent, il est un peu seul dans le camp ennemi, et souvent, plus on l'avance en réalité, et plus le pion passé peut devenir faible. Donc c'est très important des fois de venir aussi le soutenir avec vos pièces. D'où mon idée de roi C5. Mais du coup, le problème, c'est que vu que je mets mon roi là pour soutenir le pion passé A, Gupta en profite du coup pour attaquer le pion E, qui lui se retrouve faible, étant donné que mon roi est parti à l'aile dame. Et là, la position devient très risquée. Parce que du coup, je fais all-in. Je me dis, bon, je peux pas m'occuper du pion E. Il faut que je me concentre sur le pion A. Donc je vais sacrifier le pion E pour le pion A. Mais est-ce que ça va gagner? Pas sûr. Donc je joue roi B6 en misant à fond sur le pion A, quitte à perdre le pion E. Il fait tour prend E4, et ici je fais tour B5. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de tout miser sur le pion A. Mais du coup, déjà c'est égalité matérielle ici. J'ai un pion et Gupta a un pion. Donc c'est chaud, peut-être que ça va faire match nul. La technique de défense ici pour les noirs, elle va être assez simple. Vu que mon pion passé est plus proche de la promotion que le pion G, très probablement la tour noire va devoir se sacrifier contre le pion passé A. Et ensuite la question sera de savoir si dans la finale pion G contre tour B5 qui va rester, est-ce que les noirs vont réussir à promouvoir leur pion ou pas. Ici, il y a plusieurs indices qui nous fait quand même indiquer que les blancs sont pas mal. C'est-à-dire que le pion G6 est très loin de la promotion, et en plus la tour coupe en cinquième rangée, ce qui fait que le roi noir aura du mal à accompagner le pion G jusqu'à la promotion. Ensuite, j'ai quand même mon pion qui est très proche de la promotion. Et quand je vais jouer A6, A7 et qu'il va faire tour A4, j'aurai toujours la possibilité d'intercaler ma tour en A5 pour lui empêcher de se sacrifier contre le pion passé. Donc ici Gupta qui joue roi F6, parce que voilà, il cherche à jouer G5, il pouvait pas le jouer tout de suite parce qu'il y avait la tour qui contrôlait G5, donc c'est pour ça qu'il joue roi F6, et du coup je joue A6. Il fait G5, et je fais A7. Ici, je menace dame, donc c'est pour ça qu'il joue tour E8 pour empêcher dame. Bien sûr, il ne joue pas tour A4 parce que comme je vous l'ai dit, ma tour vient s'intercaler, et du coup la tour ne peut plus empêcher ici la promotion. Donc c'est pour ça qu'il joue tour E8. Et là, je continue avec roi A6. L'idée étant de continuer avec tour B8 pour venir encore une fois s'intercaler et empêcher la tour noire de pouvoir se sacrifier contre le pion. Donc Gupta, voyant que tour B8 arrive, du coup, il joue roi G6 parce qu'en fait, il se dit qu'il va pouvoir sacrifier le pion d'une autre façon. Maintenant, quand je joue tour B8, il joue tour E1. Son idée, c'est quoi? C'est que quand je fais dame, le problème, c'est qu'il y a tour A1 échec. Et du coup, il sera quand même en mesure de sacrifier sa tour contre la dame. Sauf que je ramène mon roi, et après, du coup, tour prend. Ici, ça arrive très souvent, les finales de tour, souvent vous allez quand une tour va sacrifier contre un des pions passés, vous allez transposer en finale de pion contre tour. Il y a toute une théorie sur ce genre de finale, et c'est jamais évident de savoir si c'est gagnant, match nul ou perdant. Ici, malheureusement, c'est largement une position perdante parce que le roi blanc arrive suffisamment à temps et le pion noir n'est pas assez avancé. Gupta, il a continué un petit peu avec roi F5 et ici après roi C4, il abandonne. Je vous montre pourquoi, parce que si on fait par exemple G4, je fais roi D3, roi F4, roi E2, G3,
roi F1. Bon, très clairement, j'arrête le pion passé. Ensuite, je vais finir par le gagner avec ma tour et le mater avec une tour. Donc c'est pour ça ici que Gupta abandonne. Et du coup, bah, mine de rien, ça fait... Bah, c'est juste le plus fort grand maître que j'ai jamais battu. 2616 Elo. Très content d'avoir battu ce grand maître international indien qui a eu un pic Elo à 2680 il me semble et qui a été membre du top 80 mondial. Ça fait grave plaisir. Et voilà, du coup, Reykjavik qui se passe bien et on enchaîne. Du coup, après, avec la ronde 7 où j'ai joué contre l'un des plus jeunes, enfin, l'un des plus prometteurs prodiges américains. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.